A-t-on besoin de présenter la situation des Blazers tant le divorce avec Damian Lillard a animé l'été, tout l'été, que dis-je l'été, les 2-3 dernières saisons, hein, comme un mauvais feuilleton télé d'il y a 50 ans, long d'une soixantaine de saisons justement. Damian et les Blazers n'en finissent plus de tergiverser depuis maintenant voilà, 2-3 saisons à peu près. Et d'ailleurs, Jérémy décrit cela parfaitement avec brio hein, dans son intro, avec une comparaison romantique filée trop précise, on peut l'admettre, hein, Jérémy, pour ne pas être vécu et qui éclaire le patron d'un éclairage nouveau et donne Je du sais qu'elle sens. Et donne du sens à sa dévotion effrénée au travail. Voilà, je tenais à terminer cette intro. J'espère que tu ne le prendras pas trop mal, mais Non, ça va, ça va. sur l'illustration signée, Jordan QI Basket encore et toujours au pinceau hein, à Photoshop pour ses illustrations. Et ça va me permettre également de vous montrer cette preview des Blazers ici. Vous pouvez, j'étais déjà un petit peu descendu dessus. C'est signé donc Jérémy, je vous la conseille fortement, notamment l'intro et à cette référence romantique entre Damian et les Blazers. Comment ça t'est venu cette comparaison vraiment parfaite? Non, mais ça me paraissait, ça me paraissait être l'histoire des 2 dernières saisons, tu sais, cette situation qui s'enlise où en fait, de l'extérieur, ça a l'air d'être un petit peu le couple idyllique, mais en fait plus tellement, et en fait, ils s'accrochent tellement à leur statut que c'est compliqué d'être celui qui va assumer socialement le poids de la déception qu'ils vont infliger. Je pense que ça aurait dû arriver l'été dernier. Lillard a continué de clamer sa fidélité. Portland, en tant que franchise, voulait pas être celle qui mettrait à bas un joueur qui reste fidèle après des années de disette. Et bon, finalement, c'est arrivé cet été. Et je pense que c'était pour le mieux parce que en fait, sans passer par une case reconstruction, remanier un effectif en ayant une star qui est déjà payée au supermax et la volonté de repasser sous le cap en cours de route, c'est mission impossible. On l'a vu cette année, hein, la saison était moyenne, même si le recrutement de l'année dernière était plutôt cohérent, ça donne une saison où à mi-parcours, tu te dis, bon, maintenant, faut essayer de récupérer un pic, quoi. Comme tu l'as si bien dit, on l'attendait ce trade, il a enfin eu lieu. Petit rappel rapidement du trade et de tous les dominos qui ont suivi, hein, parce qu'un trade en entraînant un autre, on va vous rappeler un petit peu tout ce que les Blazers ont pu récupérer pour cet échange de Lillard. Damian Lillard partait donc aux Bucks dans un échange à 3 qui voyait Drew Holiday arriver aux Blazers, accompagné de DeAndre Ayton, Toumani Camara et un premier tour de draft 2019, ainsi que 2 swaps 2018 et 2030. Le tout, il me semble, non protégé. À vérifier peut-être dans le chat, mais il me semble que tout ça est non protégé. Les Suns, eux, récupéraient Youssouf Nourkic, Grayson Allen, Nasir Little et Keon Johnson, qui, je crois, a été coupé dans la foulée. Voilà. Les Suns qui faisaient figure de facilitateur en se débarrassant d'un DeAndre Ayton peut-être moins bienvenu. On en reparlera bien sûr dans la preview des Suns. Depuis, les Blazers se sont séparés de Drew Holiday, forcément, pour récupérer Malcolm Brogdon, Robert Williams et un premier tour de draft 2029 encore un, en échangeant, vous l'aurez compris, avec les Boston Celtics. Les Blazers, donc, on va faire un petit tour rapide de l'effectif actuel. Et d'ailleurs, il n'est pas encore à jour dans la preview, mais on le corrigera bien sûr incessamment sous peu, une fois qu'on sera sorti du marasme de toutes les autres. L'effectif des Blazers, après du coup tous ces trades-là, en poste de meneur, on a Scoot Anderson, on va y revenir bien sûr dans cette preview, Malcolm Brogdon, au poste derrière, Anthony Simmons, Shedon Sharpe et Ryan Rupert, ou Rupert d'ailleurs en bon français, excusez-moi, je le fais à l'anglaise, mais cocorico. Ailier, Matisse Thybulle, on a Chris Murray, on y reviendra également dans la preview. On a Kevin Knox, alors ça je le lis, je me surprends moi-même à le lire. On a Walker en poste d'effort, Jeremy Grant bien sûr, et Camara récupéré du coup dans ce deal-là. Les pivots DeAndre Ayton, Rob Williams et Brown. On a donc un roadster
avec des pièces qui pourraient encore bouger, Jérémy. Je pense notamment à Brogdon. Il y a aussi des messages de la part du front office et du coaching staff qui est de dire que DeAndre Ayton et Rob Williams seraient tentés et seraient inclus dans le projet sportif de la franchise au moins cette saison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces assets? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore des départs? Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à aller chercher? Qu'est-ce que ça vaut? Quels assets tu vois valoir le plus et qu'est-ce qui pourrait être intéressant à trader là-dedans? Effectivement, il y a des joueurs qui semblent juste là pour repartir. Moi, instinctivement, j'aurais tendance à penser que déjà sur le poste de pivot, avoir Robert Williams et DeAndre Ayton, ça n'a pas forcément du sens pour une équipe qui se reconstruit à peine. J'ai l'impression que, comme ils disent, Robert Williams sera là cette saison et DeAndre Ayton aussi. Robert, voilà, Robert Williams, il y a peut-être la volonté de le retaper un petit peu et de ensuite le rééchanger. Mais sinon, je pense que, hormis Brogdon, qui n'a pas grand-chose à faire là, le joueur qui a peut-être le plus de valeur maintenant, c'est Jeremy Grant. Déjà parce que il est sur un poste qui est extrêmement demandé et dont la polyvalence est critique en playoff, c'est-à-dire un joueur capable de défendre sur plusieurs positions et éventuellement de contribuer offensivement. Donc c'est lui pour moi qui a le plus de valeur et en plus, comme on le dit souvent et en tant que fan de Denver on le sait, le problème de Jeremy Grant c'est que c'est pas un joueur qui a accepté finalement son statut et qui voudrait être une première ou seconde option. Et je suis pas sûr que dans le début d'une reconstruction, ce soit idéal pour des joueurs comme Shedon Sharpe, comme Scoot Anderson, d'avoir Jeremy Grant qui veut faire de l'isolation avec une efficacité de 0,75 par possession. Tu es un petit Donc, peu menteur ouais, sur son voilà, efficacité cette saison. Il est un petit peu au-dessus, il me semble. Mais bon, est-ce que c'est quand même intéressant dans une offense qui tourne? Non. Ça, on exactement. est bien Alors, il y sûr a Jedi d'accord. Padawan qui nous dit gros contrat, t'es un peu coincé avec. Je suis honnêtement pas sûr. Certes, il a un gros contrat, mais il est encore jeune et je veux dire, une fois que tu es dans la luxury tax, t'es plus à ça près, tu vois. Je vois pas les Clippers, par exemple, s'ils ont l'occasion de le récupérer, ne pas le faire, alors que il peut résoudre tellement de problèmes et combler tellement ouais, ouais, résoudre tellement de problèmes d'une équipe compétitrice, quoi. À voir si voilà, il y a pas le risque de on ne se mouille pas trop et on ne veut pas trop de Jeremy Grant, même s'il apporterait, parce que peur de lui qui ne veut pas du rôle, etc. Il y a quand même cette réputation-là autour de Jeremy Grant. T'as raison, hein, on est bien placé pour le Mm. savoir. Donc du coup, je sais pas si ça refroidirait pas aussi, tu vois, les ardeurs et les assets à envoyer du côté des autres GM de la ligue. Malcolm Brandon, qu'est-ce que t'en penses? Moi, il y avait le problème de la blessure quand même qui a déjà fait annuler le trade qu'il envoyait aux Clippers dans le trade à 3 avec les Celtics et Wizards, pardon, avec Ouais. Kristaps Porzingis. Je me suis mélangé les pinceaux dans ma tête. Qu'est-ce que tu penses de la cote de Brogdon? Est-ce que tu vois des choses potentielles? Est-ce que tu le vois potentiellement partir lui également? C'est celui qui est le plus cité dans les rumeurs de transfert du coup. J'ai l'impression que là où c'est pratique, c'est que c'est pas un joueur majeur de la ligue et donc du coup sa cote est pas énorme et donc il est à un niveau où c'est assez facile de le transférer. Il n'a pas un salaire qui est indécent et qui est très compliqué, peut-être tu vois comme celui de Jeremy Grant. Après à voir si certaines franchises préfèrent le voir jouer et se positionner dessus à la trade deadline si sa blessure est vraiment derrière lui ou s'il y en a qui prennent d'emblée le risque. C'est vrai que là il reste plus beaucoup de temps avant la reprise, il reste 2 semaines. Donc peut-être qu'il commencera la saison avec Portland, mais j'ai du mal à le voir finir la saison avec Portland. Euh, mais je sais pas si c'est sur lui que tu auras le plus d'assets, en fait, du fait de sa blessure et du fait que, bah, mine de rien, c'était plus un titulaire l'année dernière et ça peut aussi jouer sur la manière dont tu es perçu, quoi. Vous pensez quoi du Harden Tobias versus Grant Brogdon en janvier? Bah, moi, ça fait sens pas mal pour tout le monde, si ce n'est James Harden, j'ai l'impression. Et je vois que je suis assez surpris en fait que la situation avec Harden n'avance pas tant que ça. Bon, bien sûr, Damien Lillard lui a pas facilité la tâche puisque tout le monde s'est concentré sur le gros lot et il est passé un petit peu en seconde position derrière lui. Mais je suis assez surpris Il est quand aussi même. passé après Drew Holiday, là, du coup. Alors ça, c'est un peu plus méchant pour le coup. Et c'est vrai, moi je Bah pensais oui. qu'il serait forcément inclus dans le trade de Drew Holiday et au final, bah non, quoi.
Ouais, après est-ce que pour les Sixers, Brogdon fit à pas un petit peu plus que Jrue? Je trouve qu'il y a plus besoin de création certainement à Philly qu'aux Celtics. Même si Azad crierait au scandale en disant qu'ils n'ont aucune création chez eux, bien sûr. Brogdon, ils vont attendre la deadline qu'ils se remettent et que les Clippers craquent de Russ. Alors que ouais, Westbrook, dans le cadre des Clippers, j'y crois déjà un peu plus qu'ailleurs. Harden, il serait bien aux Sixers par contre. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Je pense que ce constat est partagé par Daryl Morey déjà. Et c'est déjà pas mal. Potentiellement tout le monde sauf Harden, ce qui est un peu dommage, mais Ce qui est un petit peu dommage. Bref, ce n'est pas le. On y reviendra bien sûr dans la preview des Sixers. Les deux autres noms, c'est DeAndre Ayton et Rob Will. Alors, a priori, les Blazers, c'était très chaud sur Ayton parce que c'était après que ce soit fait le trade, les langues se déliaient un peu. Et a priori, le fait que ça durait un petit peu, c'était surtout autour de DeAndre Ayton. Les Blazers voulaient vraiment le récupérer avec l'échange avec les Suns et la troisième équipe avec les Suns. Et, et du coup, il devrait certainement jouer avec et avoir une place sportive dans l'effectif. Rob Williams, du coup, en 4, comme aux Celtics, en roamer peut-être. Est-ce que tu vois la raquette avoir un avenir? Ou est-ce que Rob Williams, finalement, c'est pas celui qui a la plus belle cote en termes de profil, en tout cas? Moi, j'ai l'impression que pour des contenders, le profil à aller chercher dans ce marasme-là, c'est avant tout Robert Williams. Par exemple, pour une défense, ça peut être incroyable. On nous cite d'ailleurs Jedi Padawan Dallas dans le chat. Ça ferait extrêmement sens. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend quel Rob Williams tu as en fait. Mine de rien, je trouve qu'il a paru quand même assez emprunté la saison dernière avec sa blessure. C'est pour ça que moi j'avais tendance à me dire que dans tous les cas, il démarrait la saison avec eux et on le verrait au moins jusqu'à la trade deadline, voir comment il évolue. Si effectivement on retrouve le Robert Williams qui n'a plus son problème de genou et qui a un nouveau pimpant, ben ouais, c'est peut-être la plus belle cote de cette équipe. Si c'est pas le cas, je reste sur l'idée que Jeremy Grant aura un vrai marché aussi. Mais oui, oui, je pense pas qu'il ait d'avenir, sachant que Ayton, j'ai aussi la sensation que même s'il a un petit décalage avec le reste de l'équipe, en tout cas avec le young core qu'ils sont en train de créer, je les vois mal rester tous les deux dans l'équipe. Je pense que Robert Williams, il peut prétendre à plus par son jeu et un poste de titulaire. Donc ouais, le voir remplaçant chez Portland qui joue rien a priori pour 1 ou 2 ans, ça paraîtrait assez étrange, je trouve. Je te rejoins sur l'aspect très théorique en partie de la cote de Rob Will. Après, ce qui est bien, c'est que son contrat est plutôt largement très abordable et donc du coup, ça en fait aussi, ça contrebalance peut-être un peu l'aspect blessure et l'incertitude qui entoure le joueur vis-à-vis de son état de forme, de son état de santé, de s'il peut vraiment apporter long terme. Peut-être que ça rééquilibre ça à ce niveau-là, mais c'est vrai que la cote est un Il y a petit un peu côté théorique. pari facile, ouais, de par son salaire. Ouais, voilà, c'est aussi l'avantage. C'est aussi pour ça, je pense que je le mets dans les potentiels primo, pas arrivants, départants. Ça se dit pas, primo repartant. Domination, pire surnom NBA depuis. On verra, DeAndre Ayton, ça va être intéressant, je trouve, de le voir dans un autre environnement. Ça a été tellement bizarre chez les Suns que du coup, il mérite, je trouve, sa seconde chance. Est-ce qu'il réussira vraiment à s'imposer? Rien n'est moins sûr. Je sais que tu le préfères, Guillaume, dans un rôle vraiment très défensif et moins en vue offensivement. Mais on verra ce qu'en feront les Blazers. C'était à peu près tout, en tout cas pour résumer les trades qui ont animé ces derniers jours. Encore une fois, comme on l'a dit, hein, ça va potentiellement pouvoir bouger, alors que ce soit encore dans les prochains jours, et peut-être que cette preview sera en partie caduque vis-à-vis de ce qu'on a dit là, mais on aura aussi des réponses et ce sera d'autant plus intéressant dans quelques jours, ou alors bien sûr jusqu'à la trade deadline, hein, ça peut être aussi le cas, avoir quelques mois de compétition pour pouvoir faire monter les cotes de ces joueurs-là avant de les échanger. Tout cela pour finalement entourer le 3e pick de la draft, puisque les Blazers se voyaient, pardon pour le micro, récompensés
avec le 3e pick de sa draft, et se voyait d'autant plus récompensé que tombé à la 3e position, Scoot Anderson, attendu en grand numéro 2 favori derrière Victor Wembanyama, voire dans la discussion pour le premier pick. Et c'est finalement une restructuration lancée. Est-ce que tu peux parler rapidement de Scoot Anderson, Jérémy, avant que le temps pour moi de lancer quelques vidéos en fond et quelques liens dans le chat qui nous permettront de renvoyer ces infos-là à nos auditeurs, bien sûr, et aux gens dans la rediffusion YouTube. Jérémy, sur Scoot Anderson, qu'est-ce que tu as pu en lire, en voir rapidement? Bah écoute, rapidement, c'est marrant parce que il y avait plusieurs joueurs avec ce profil dans cette draft, c'est-à-dire qu'on est, alors déjà, il faut le dire, sur peut-être un des joueurs les plus attendus de ces dernières années. On considère que c'est un joueur qui, par sa densité athlétique, par déjà son intelligence de jeu, est déjà quand même capable d'évoluer en NBA à bon niveau, donc c'est ce qu'il va devoir prouver cette année. Donc on est sur un énorme slasher, un joueur qui est capable de prendre les bonnes décisions en attaque et d'attaquer de manière, euh, en tout cas au volume sur du pick and roll. Ce qui fait de lui un profil plutôt recherché en NBA. Mais mais il y a cette problématique qui partage avec par exemple Amen Thompson qui a été drafté par les Rockets à mi-distance, c'est pas terrible, et à longue distance, on est très loin du compte. Il me semble que l'année dernière, en G-League, il est sur du 27% à 3 points. Du coup, voilà, il va falloir se faire une place en NBA, probablement sur du jeu rapide et sur de l'attaque du cercle, mais tout en permettant, en tout cas en vivant la difficulté face à des défenses qui s'adapteraient, de ne pas pouvoir écarter et donc d'avoir des défenseurs adverses qui vont un peu lui laisser de l'espace et le forcer à prendre des tirs sur lesquels il n'est pas forcément à l'aise. D'où le challenge pour lui de se développer dans ce registre-là. Gros moteur, nous dit-on dans le chat, gros moteur, Scoot, bien évidemment, Jedi. Padavon essaie de parler de moi, qui nous demande est-ce qu'il est débridé. Oui, très explosif, trafiqué à fond, il va faire du bruit. Voilà, vous imaginez bien sûr tous les jeux de mots. Dans le chat, je me devais de les montrer, à défaut d'être à l'écran, comme ça les auditeurs YouTube pourront les apprécier. Alors effectivement, tu as parlé pas mal des limitations de Scoot. À côté de ça, quand même, et tu le disais quand même au début, il y a vraiment ce côté porteur de balle, initiateur et collectif, qui, dans son agression vers le cercle, quand même peut apporter beaucoup, et il y a beaucoup d'upside forcément à ce genre de profil. Il y a aussi je pense, un phénomène physique qui fait que si la défense n'est pas vraiment bonne ou élite, elle reste correcte, et surtout on peut imaginer une bonne défense sur l'upside, sur le développement. En tout cas, c'est ce que j'ai pu en lire à droite, à gauche. Phénomène d'athlétisme, de rapidité, sur la mobilité, etc. Je pense que ça peut valoir le coup à terme. Et voilà, la faiblesse sur le shoot pourra ramener un petit peu aussi 76% au lancer franc. Souvent, c'est une marque intéressante pour voir un petit peu ce qu'il en est du développement au shoot. J'ai pu noter, et puis surtout, je vais citer nos amis d'envergure, et ça va me permettre de vous montrer aussi le profil envergure, hein, bien sûr, de Scoot Anderson, qu'on vous invite à aller lire. Ce sera bien sûr dans le chat tout de suite, mais aussi, encore une fois, dans les commentaires YouTube, ainsi que leur podcast. Je vous conseille très fortement le podcast. Ça parlait justement sur le mi-distance avec en fait 2 mécaniques de shoot un peu différentes, notamment sur le mid-range en pull-up après dribble, où il réussit justement à être un peu meilleur que potentiellement au lancer franc ou potentiellement à 3 points, etc. Bref, bon, c'est du work in progress, il y aura des choses à travailler pour Scott Anderson. Malgré tout, on a un joueur qui est largement capable, surtout de devenir un excellent initiateur primaire, collectif, pour lui aussi. Et ça, c'est ce que recherchent forcément toutes les franchises en reconstruction. À côté de ça, tu parlais de potentiellement avoir cette problématique de shoot à distance. Les Blazers pouvaient également drafter d'autres joueurs au premier tour, notamment Chris Murray qui est le jumeau de Keegan Murray et qui est extrêmement similaire à son frère. En gros, et tu me dis si je me trompe, Jérémy, mais
shooter off ball, rebondeur défenseur correct, et qui va pouvoir vraiment jouer en spot-up à côté de Scoot. Bah, ouais, alors l'avantage c'est que bon, on a probablement ni toi ni moi vu jouer, mais c'est effectivement le jumeau de Keegan Murray et en fait alors, pourquoi il arrive un an après? Parce qu'en fait il a franchi un peu tous les steps avec un an de décalage de son frère. Du coup, quand bah, son frère est parti en NBA, il a pris un peu le rôle de leader. On retrouve les mêmes qualités et les mêmes défauts, c'est-à-dire pas forcément un joueur qui va être une menace balle en main, par contre un bon défenseur, un bon shooter et quelqu'un qui est plutôt actif off-ball, donc qui peut vraiment contribuer assez rapidement, d'autant que c'est un joueur qui va arriver, je crois, à 22 ou 23 ans en NBA, donc qui potentiellement aussi physiquement est peut-être plus aguerri et un petit peu plus prêt niveau tactique. Donc moi je vois bien ouais, effectivement le joueur s'insérer assez rapidement dans la rotation et devenir intéressant. Bah, mine de rien, c'est un bon pendant, comme tu dis, à Scoot Anderson, parce que là où et peut-être que d'ailleurs je ne l'ai pas assez dit, mais est un vrai monstre athlétique et monstre physique et allie énormément de qualités qui lui permettent de finir au cercle. Bah, l'autre peut jouer en périphérie et sanctionner sur les espaces qui seront créés. Donc ça peut être un choix de draft très intéressant du côté de Portland, quoi. Bah, je pense que bon, on va pas. Encore une fois, on va vous renvoyer, une fois n'est pas coutume, vers des gens qui savent un petit peu plus de quoi ils parlent que nous. Encore une fois, le profil de Chris Murray à voir dans la description YouTube. Profil d'envergure, bien sûr. On resalue le travail des deux. Il y a également un petit scouting record que je n'ai pas envoyé, mais que je vous enverrai également, qui sera également disponible sur YouTube. L'autre choix et l'autre rookie dont tu parlais, c'est Ryan Rupert, qui est un Français, Cocorico. Là, c'est plutôt un profil de 3D, comme beaucoup de Français, j'ai l'impression, viennent en ce moment, avant tout des qualités physiques, athlétiques, notamment Ryan Rupert, c'est sur l'envergure qu'il est assez impressionnant, l'envergure et la Ouais. vivacité des mains. Et du coup, quelque chose de très raw, de très brut offensivement, et vraiment très loin d'être prêt pour le coup, qui nécessitera plus de temps de développement. Je vous conseille aussi également, surtout, cette petite vidéo de Process Corporation, à qui qu'on salue, qui ont fait un grand tour des rookies et des prospects français, et que ça vaut vraiment le détour, donc je vous conseille d'aller voir ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ces rookies, Jérémy, ou on passe à la suite? On va dire, il y a une jeune génération qui est déjà en place. Je trouve que pour une première année de reconstruction, c'est quand même une chance qu'ils ont. Les profils sont intéressants, ils sont même potentiellement complémentaires. Ryan Rupert, de ce que j'ai pu en lire, on parle d'un joueur alors qui vraiment est très très limité offensivement. Tu disais Friendly, je suis même pas sûr que le shoot soit au rendez-vous. On est plus sur quelqu'un qui peut défendre très fort et éventuellement apporter un petit peu de création, mais le tout avec un handle qui est pas terrible. Donc voilà, il a une belle palette physique, il finit bien au cercle, il peut défendre très fort, mais après, bah, c'est les deux autres qui sont vraiment intéressants, je pense, pour le moment. Ryan Rupert, on parle plus d'un pari, s'il se développe, ça fait un bon défenseur dans l'équipe, et mine de rien, c'est le genre de role-player qu'on veut. Ouais, c'est vraiment en développement à terme. J-League nous dit Jedi Mm. Padawan pour Ryan d'abord, je pense. Effectivement, ça va prendre un petit peu de temps, même physiquement, etc. Le temps qu'il se développe. C'est un jeune prospect et il y a du temps. Et il tombe dans une franchise qui en a aussi. Et ça, c'est peut-être pas plus mal et la meilleure des façons de réussir pour lui. Je reviens ensuite à ta preview et surtout. On a pu prendre un petit peu des pincettes et surtout vous renvoyer vers beaucoup de liens pour les rookies, puisqu'on n'est vraiment pas spécialiste, nous, des prospects. Par contre, il y a une saison dans les jambes pour Shaedon Sharpe. Et Shaedon Sharpe, bah, t'en parles pas mal dans la preview, Jérémy. Oui, alors c'est vrai que bah, vu que j'ai fait la preview avant le trade, il y avait beaucoup de joueurs dont je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment nécessité à parler parce qu'on sentait qu'ils étaient amenés à partir, que ce soit Damian Lillard ou Jusuf Nurkic. Mais par contre, bah, la première pièce finalement de cette reconstruction, avant même la première année de reconstruction, c'est Shaedon Sharpe,
qui a été drafté assez haut l'année dernière et qui a un profil qui est assez, je trouve, unique et assez intéressant. Et je trouvais que c'était bien de faire le bilan de cette première saison pour voir comment il pouvait se développer. Notamment parce que bah, on parlait de Scoot Anderson et que Shadon Sharp, bah, finalement, c'est un très bon complément par ses qualités à Anderson. Et du coup, bah, voilà, quel bilan on pouvait tirer cette première saison? Alors, sur les côtés très satisfaisants, on a le phénomène athlétique qu'on pouvait attendre parce que bah, en fait, il avait très peu joué avant son arrivée en NBA pour des causes de blessures. Et vu qu'il était arrivé très jeune, il y avait un petit peu des interrogations sur son jeu. On est sur un arrière qui peut finir très fort au cercle, notamment parce que bah, il fait 1,90 m, qu'il a une envergure immense et que il a lui aussi des qualités athlétiques absolument hors normes. En prime, c'est un excellent shooter. On part, alors sur catch and shoot cette saison, il prenait un peu moins de 2 tirs par match, mais on part de 43,9%. Donc, bah, que ce soit à longue distance ou à mi-distance, il y a déjà quelque chose de plutôt très bon. Et pour ne rien gâcher, il y a un potentiel à devenir un bon défenseur. Et également, d'ailleurs il est déjà, un excellent rebondeur pour un arrière. Donc mine de rien, il peut contribuer de plein de manières et avoir une belle efficacité dans le jeu. Peut-être ses faiblesses attendues notamment sur l'aspect playmaking, etc. C'est peut-être compensé encore une fois par la venue de Scoot Anderson et encore une fois cet aspect complémentaire qu'on retrouve dans les profils de jeunes et notamment surtout un effet multiplicateur avec un Scoot Anderson très rapide. Tu parlais des capacités athlétiques de Sheldon Sharp. Ça fait un backcourt potentiellement très fort, notamment en transition. Je me dis que c'est des choses qui peuvent bah, se compléter d'autant plus, ou en tout cas donner des forces vives très, très disponibles dès le début et une identité de jeu peut-être pour se développer dès le départ. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement sur le papier, bah ouais, ils sont très complémentaires. Il y en a un qui peut se projeter. En fait, c'est très théorique, c'est ce truc de se dire, bah écoute, c'est cool, il y en a un qui est très bon pour aller vers le cercle et qui a plus de difficultés avec son shoot. L'autre, au contraire, bah, il a plus de difficultés avec son handle, mais il peut faire du catch and shoot, voilà, il peut contribuer offensivement de cette manière. Mais il y a pas mal de mais aussi dans son profil qui font un petit peu peur sur le développement et qui aussi posent question de quelle évolution il va avoir. Dans le chat, il y a Guillaume qui dit en gros que vaut son cerveau. Est-ce qu'il y a du passing et ou du QI de Depth of Ball? Et c'est là qu'il y a un petit peu déjà un premier problème, c'est que autant offensivement que défensivement, je trouve le QI pas fou. Alors offensivement, il y a un côté, quand il a la balle en main, bah, il y a très peu de passes qui ressortent. Il y a vraiment un côté vision tunnel et joueurs qui correspondent pas du tout cette idée de connecteur qu'on peut avoir aujourd'hui, de ok, t'es pas forcément une super menace balle en main, mais tu sais prendre les bonnes décisions. Alors je donne un chiffre, il me semble, dans la preview, mais c'est un des pires passeurs sur le poste d'arrière de la ligue l'année dernière, et c'est le pire chez les rookies. Il me semble que le seul qui a un taux de passe plus faible, c'est Walker Kessler, et c'est un pivot défensif qui arrive à Utah. Donc il y a vraiment énormément de chemin. Et pour le comparatif avec alors des joueurs auxquels on pourrait le comparer dans des situations idéales, par exemple des Devin Booker, des Bradley Beal, non seulement il n'a pas le handle, mais c'est un vraiment moins bon passeur qu'eux au même âge. Bon, ce qui fait un petit peu peur de ce point de vue-là. Et en prime, ouais, il y a ce problème de handle. Et j'avais mis quelques vidéos là-dessus dans la preview où en fait, bah, dès qu'il doit jouer le 1 contre 1, il va avoir tendance à s'arrêter. Et non seulement il s'arrête, mais en plus, bah, comme il sait pas trop quoi faire, généralement il prend des tirs. Et il prend des tirs très compliqués. Alors même s'il a un bon tir à mi-distance, voire même à longue distance, ça donne souvent bah, un joueur en fait qui va vouloir initier et qui va casser la possession. Et c'est là qu'on se dit, bah, voilà, quel développement il peut y avoir pour lui déjà sur cette année et puis sur le moyen terme pour éventuellement l'imaginer. Parce qu'aujourd'hui, alors je sais pas, ça m'est venu un petit peu en l'écrivant, mais moi je trouve qu'il me fait penser un petit peu à Michael Porter Jr. dans les qualités et les défauts. Ce côté bon shooter, physiquement assez impressionnant, une belle verticalité, mais du gros problème sur le handle, un côté un petit peu rigide, donc à voir comment il se développe parce que contrairement à MPJ, par exemple, il n'a pas le volume au shoot et je sais pas s'il peut.
il peut s'en sortir de cette manière-là, quoi. Je pense encore, voilà, ce qui va être intéressant, c'est que je trouve que avec l'option scout, etc., ça permet aussi de dédramatiser un petit peu si cet upside-là n'est pas rempli, justement, de se dire que même en termes d'équipe, etc., si tu gardes un finisseur aux deux niveaux, que ce soit vraiment en scoring vers le cercle, même si c'est assisté, et à 3 points, si défensivement ça s'améliore, c'est peut-être là où c'est le plus compliqué peut-être. Ouais, bah Si... défensivement, c'est dur Ah ouais. d'en parler parce que déjà, il est dans une équipe qui manquait de discipline. Et puis, voilà, on parle d'un joueur qui a eu une année blanche avant son entrée en NBA, sans vraiment jouer en NCAA, enfin sans jouer en NCAA. Donc bon, c'est un peu tôt pour juger. Il y a en tout cas le potentiel physique pour être un bon défenseur. Faut espérer que le QI défensif se développe mieux que voilà, le début de QI offensif qu'on a, quoi. Donc, mais bon, ça peut être à côté de Scout, peut-être à côté d'autres pièces, ça peut être une pièce intéressante. Moi, ce qui m'embête, c'est surtout ses difficultés à créer de la séparation. Il ne se crée pas Ouais. d'espace pour lui-même, ni le handle, ni l'explosivité. Là-dessus, en tout cas, effectivement, je rejoins, c'est ça. Guillaume qui tient beaucoup à sa comparaison avec Norman Powell, et puis finalement, ah non, c'est Shannon Sharp en Shannon fait. Brown. Shannon Brown, pardon. Shannon Brown, ouais. Pardon. Et voilà, il fallait Il est sorti de que je loin, le celui-là. cite. Mais voilà, en tout cas pour ce qu'on avait noté, en tout cas pour cette première saison de Shadon Sharp, bien sûr, jeune joueur oblige, il y aura du développement, et il y aura encore de quoi dire sur le développement de ce joueur avec toute l'équipe de Portland. Au global, plutôt finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais une reconstruction qui s'engage plutôt pas trop mal après le trade de Lillard. Ça partait quand même assez mal avec, bien sûr, les rebondissements et surtout l'ultimatum de la part de Damian qui voulait n'aller qu'au hit, le hit qui n'avait pas forcément été très intéressant. Finalement, les Blazers s'en sortent pas trop mal et j'ai l'impression que, en plus, avec cette petite chance du 3e pick, Scoot Anderson et voilà, DeAndre Ayton et ce qu'ils pourront aussi récupérer potentiellement avec tous les joueurs là qui sont en train de récupérer, bah une reconstruction qui s'annonce plutôt bien et qui a l'air d'être bien lancée. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, ça part bien déjà parce que t'as Scoot Anderson, ce qui est un coup de chance dans la mesure où en début de saison tu comptais quand même être compétitif et tu finis avec un pick 3 et t'as la chance en plus que Anderson chute en 3e position, ce qui n'était pas forcément ce qu'on imaginait. T'as déjà des joueurs qui font partie de la reconstruction ou qui ont une valeur pour un échange éventuel. Donc il y a l'idée de pouvoir accumuler encore plus de picks. Et le trade de Damian Lillard s'est plutôt bien passé, parce que comme tu dis, bah, ils étaient un peu pris en otage par Lillard. Et moi, je trouve ça plutôt cool, plutôt bien en tout cas, que Cronen n'ait pas craqué et qu'il se soit dit, ok, on peut lui trouver une situation qui lui convient parce qu'il sera dans une position compétitive, mais j'ai pas envie de faire un échange où je vais récupérer Tyler Hero, dont j'ai pas forcément envie et qui fera pas partie du projet, et des pics de draft qui me font pas rêver non plus pour compenser le choix Hero. Donc, ouais, je trouve que c'est un bon message. Qu'a envoyé Cronen, ça part sur de bonnes odds. Et même si c'est pas exceptionnel le bundle de picks qu'ils ont récupéré, mine de rien, il y en a qui sont à assez long terme sur des équipes qui risquent de connaître une fin de cycle d'ici là. Donc c'est plutôt pas mal. Tyler Hero qui, pourtant, si on en croit les fans du hit, vaut à peu près 6 first pick, 3 joueurs en contrat max et Michael Jordan, bien sûr, en prime. C'est à se demander pourquoi ils veulent le refourguer toutes les intersaisons. Mais ça, on passera. Je me devais de faire ce petit tacle, bien sûr, je vous aime. Fan du hit. Euh, Dernière petite chose, c'est de la reconstruction. Tu en parles rapidement et ça me permet surtout d'envoyer ou aller hoop Guillaume dans le chat. Une fois n'est pas coutume. Billups, là-dedans, Billups qui n'a pas convaincu pendant ses premières saisons. Ça va être un changement de contexte total. Il n'a pas convaincu, certes. En même temps, est-ce que le supporting cast autour de Lillard était très intéressant? Peut-être pas. Est-ce qu'il avait quand même les moyens de faire des choses meilleures? Peut-être un peu quand même. Est-ce que finalement il va être intéressant d'un point de vue de développement de joueurs? Bon, Jérémy, je ne sais pas si tu es
nostalgique du joueur et en tant que fan de Denver, bon, compliqué d'être très critique envers Billups, mais là, en tant que coach, on n'a pas encore assez vu et surtout le changement de contexte fait que. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu le vois potentiellement réussir avec quelque chose? Est-ce que tu fais partie des très sceptiques à l'instar de Guillaume? Ouais, j'étais en train de me dire, c'est marrant quand même ces grands meneurs NBA qui deviennent tous des coachs plutôt pas terribles. Il y a Jason Kidd aussi, par exemple, actuellement, Oui. qui fait pas forcément rêver. Et bah, le cas de Billups, tu vois, par exemple, bon, sa première saison, c'était difficile de lui en vouloir parce qu'il arrive l'année où il n'y a pas Damian Lillard et effectivement, l'effectif était en bout de course. Moi, comme je disais en introduction, je trouve que l'effectif de Portland était certes un peu court en termes de talent, mais était très cohérent avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'aller chercher des Josh Hart, des Jeremy Grant, en sachant que tu avais Lillard et bon, Fernie Simmons pour apporter de la création et du scoring. Ça me semblait pas du tout horrible comme équipe. Et effectivement, je trouve que le résultat que nous a pondu Chauncey Billups est assez inquiétant parce que même si il démarre en tant que coach et on voit des coachs, je trouve, qui longtemps après leur arrivée à des postes deviennent meilleurs. Par exemple, j'avais pas souvenir d'un Mike Brown qui était exceptionnel, des fois dans des conditions bonnes et qui là maintenant vraiment a transformé les Kings cette année. Donc le problème, c'est que je pense qu'il part de loin et que il devrait devenir assistant avant d'être à la tête d'une équipe. Et donc peut-être qu'un jour on dira ouais, Chauncey Billups c'est un super coach, mais j'ai peur que ce soit pas avec Portland et que ce soit certainement pas cette année. Donc bon, ce que je pense c'est que dans une reconstruction, avoir un mauvais coach, ça fait des fois partie un petit peu du blueprint, c'est-à-dire tu as un mauvais coach, donc tu perds plus de matchs, donc tu as des meilleurs pics. Mais par contre, j'ai du mal à voir Chauncey Billups en l'état et en étant seul, enfin en tout cas à la tête d'une équipe aussi vite devenir très bon, quoi. Billups, c'était le coach idéal pour choper Scoot et faire partie. Lillard nous dit, c'est parler de moi. Ça rejoint ce que tu disais par rapport au coach Ouais, de tanking. Et puis Guillaume qui dit, ils sont pas terribles parce qu'ils bossent pas, en parlant des ex-meneurs de jeu, etc. Ils ont un poste sur leur nom sans bosser comme assistant des années, tel Darvin Ham ou AJ ouais, je suis Griffin, d'accord. moins bon joueur. Donc effectivement, ça va être intéressant de voir si ces années-là l'ont suffi en termes d'expérience, peut-être pas. Tu parlais de Mike Brown aussi, c'était intéressant de voir justement cette évolution, effectivement. Euh, donc, euh, donc oui, on verra. En tout cas, c'est quelque chose à surveiller du côté de Portland, même si, voilà, pas de, bien sûr, pas d'obligation de résultat, beaucoup de développement, du talent encore à aller chercher à la draft pour entourer Scoot Anderson. Et une preview qui se termine. Jérémy, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on peut passer à celle des Bulls avant de saluer Camille qui arrive en grande pompe dans le chat, bien sûr. Ouais, salut Camille. Non, pas forcément grand-chose à ajouter. De toute façon, on le sait, hein, les premières années de reconstruction, le résultat final est rarement le plus important dans l'équipe. On va regarder en tout cas avec attention parce qu'effectivement, il y a pas mal de jeunes joueurs sur lesquels on peut être curieux de voir le développement. Et il y a Scoot Anderson qui débarque en NBA. Donc, non, juste, je pense que ça va être sympa. Espérons que le coaching ne gâche pas ça et qu'on ait quand même quelques belles perfs d'Anderson pour démarrer. C'est tout ce qu'on souhaitera en tout cas aux fans des Blazers qui s'en sortent bien finalement. Et nous, on va arrêter là-dessus, bien sûr, pour passer à la suite. Scoot Anderson, il va démarrer diesel. Bravo, Alors, on bravo va finir Guillaume. là-dessus. On finit là-dessus. On finit tout là-dessus. On peut vraiment. Allez, on finit là-dessus. Allez, bonne soirée.